Bonsoir. Alors, bienvenue à la conférence du coup Ray Tracing with a Twist. Cette conférence, ça va être à la fois sur un projet, mais je pense aussi sur un état d'esprit. Donc je vais vous demander d'avoir un état d'esprit assez ouvert durant cette conférence. Et donc pour bien vous expliquer le projet, il faut comprendre un peu le contexte autour. Donc pour ça, on va revenir en février 2021, donc au début de Linge 2, enfin du tronc commun de Linge 2. Donc moi, je suis étudiant en GISTRE et en RDI. Au début de semestre GISTRE, c'est quand même plutôt tranquille, les projets sont à la fin plutôt. RDI, ça va aussi au début. Donc pour l'instant, c'est plutôt tranquille comme début de semestre. IACA, c'est la fin de février, donc l'atelier C++ est passé. Donc techniquement, j'ai pas non plus d'obligation directe ou de rôle dans l'équipe, donc j'ai du temps en plus que je n'ai pas forcément d'habitude. Donc je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion de faire un petit projet sympa, parce que ça fait longtemps, et que j'avais encore quelque chose qui est assez rare à Epita, ça s'appelle de la motivation. Du coup, il y a pas mal de types de projets que j'aime bien, c'est les projets extrêmement techniques, ou les projets qui sont complètement farfelus, et donc voilà, je me suis dit, on peut peut-être tester l'un ou l'autre, on va voir, on sait pas trop. Donc en fait, en même temps qu'il y avait donc le début du semestre, il y avait pas mal d'images qui étaient au laboratoire des assistants, et on discute souvent entre assistants de nos projets, etc. Et eux commençaient leur projet de ray tracer. Alors le ray tracer, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une technique qui vise à créer artificiellement des images à partir d'une description d'une scène, d'un environnement, etc. Alors voilà un beau schéma de grosso modo à quoi ça ressemble, comment est-ce que ça fonctionne. C'est on va avoir une caméra qu'on positionne à un certain endroit dans l'espace et on va tirer des rayons à partir de cette caméra et puis du coup si ça tape par exemple une sphère dans l'environnement, on va dire ok, donc tel pixel ce sera la couleur de la sphère, sinon ce sera une autre couleur, etc. On peut faire plein de choses après avec donc des sources de lumière, comment est-ce que le rayon va se réfléchir sur d'autres surfaces, etc., sur les matériaux des surfaces. Bref, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire sur un ray tracer. Donc ça peut être une piste par exemple de projet de faire un super beau ray tracer, etc. Donc les images font ça au tout début de leur semestre. Il y a longtemps, c'était aussi un rush d'ingénieurs au S5 donc, que les étudiants faisaient en C. Donc en fait, c'est un projet que pas mal de gens peuvent faire parce qu'en fait, on peut assez bien le découper soit pour faire un projet facile, soit un projet à moitié compliqué, soit un projet vraiment compliqué. On peut vraiment l'étendre de plus en plus et continuer à ajouter plein de fonctionnalités dessus, donc c'est assez intéressant comme projet. Ça c'est grosso modo ce que devaient faire les images, donc en fait ils avaient pas mal de liberté sur à la fois le langage du projet, mais aussi sur le ray tracer en lui-même. Donc en fait ils avaient une série de TP, et puis à la fin du TP ils avaient un ray tracer normalement basique, et donc il fallait qu'ils implémentent plusieurs fonctionnalités donc, nouvelles par-dessus, et qu'ils fassent une présentation à la fin, qui rendent le code, etc. Bon, super, mais je vois pas trop où le retournement pour l'instant. Et c'est là encore une fois qu'il faut garder un état d'esprit assez ouvert. Et pour ça, je pense que j'aimerais bien vous montrer quelques inspirations que moi j'ai eues durant mes quelques années à Epita, mais même avant, sur l'informatique, sur des projets en informatique, etc. Et je pense que la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à un projet à la con comme ça, c'est cette conférence-là qui est absolument géniale, MyRealizo en Bash, d'un Actu 2016. Et je pense que c'est bien de commencer par celle-là parce qu'on a une conférence de GConf, donc je pense que c'est la belle occasion aussi. Donc en fait, cet AQ, il adorait le Bash et il se faisait un peu justement charrier là-dessus. Donc il s'est dit, je vais leur montrer à tous que le Bash c'est cool et que je peux faire des projets d'ingénieur en Bash. Donc il s'est dit, je vais faire un MyRealizo, qui est un projet comme MyFand ou Minimake actuellement, en Bash. Et donc cette conférence est absolument géniale et très drôle, etc. Et donc il réussit à implémenter un projet entier en Bash. Bon, pourquoi pas. Il y a d'autres sources d'inspiration qui sont peut-être un peu plus larges. Je pense que je ne pourrais pas ne pas citer Sigbovic, qui est donc une conférence de recherche, donc là pour le coup c'est international, qui donc tous les ans a lieu le 1er avril et qui recense plein de papiers de chercheurs, d'étudiants ou de personnes qui soumettent leurs papiers à cette conférence. Là un exemple, c'est quelqu'un qui avait fait une machine de Turing dans PowerPoint pour montrer que PowerPoint était Turing complet. Alors pas mal de ces auteurs de papiers en font des vidéos sur YouTube qui sont peut-être plus accessibles que les papiers, mais je vous encourage à aller voir aussi les papiers qui sont vraiment incroyables et juste des pépites. Il y a en plus toutes les archives depuis le début des années 2000, donc voilà, je vous encourage vivement à le faire. Quelques autres exemples de papiers qui sont absolument géniaux. Le papier qui montre que, en fait, si on prend des éclaboussures de peinture, dans 93% du cas, c'est un programme Perl valide, où ils font en gros, ils prennent un dataset de peinture, ils le mettent dans un OCR, et puis après ils le passent à Perl, et dans 93% du cas, ça produit quelque chose. C'est pas une erreur, pourquoi pas. La template Word pour écrire du LaTeX. Un auteur aussi qui avait fait un papier de recherche qui était en fait à la fois un papier donc vous pouvez lire, mais aussi un exécutable x86. Il a fait tout un compilo autour de ça, etc.
Et puis c'est le même auteur qui avait fait aussi, vous avez peut-être vu cette vidéo récemment, 30 algos d'échecs qui sont, je pense qu'il était drogué quand il les a imaginés. Ils sont absolument géniaux aussi. Bref, je vous encourage à aller voir à la fois la vidéo et aussi le papier. Très, très bon papier à lire. Donc voilà, on a un peu tout ça en tête il y a parfois des gens qui font des projets qui sont pas forcément, genre le projet lui-même n'est pas forcément techniquement difficile, mais la manière dont il faut le projet est tellement genre farfelu ou absurde que c'est ça qui en devient intéressant. Et c'est ça que j'aimais beaucoup dans ces quelques ressources que je vous partage. Et c'est un peu du coup l'approche que j'ai voulu prendre pour ce fameux projet de ray tracer. Parce qu'en plus, bon, moi je vais pas le rendre, je suis pas en image, donc je m'en foutais un peu de contourner les règles. Mais j'aurais quand même au moins espéré respecter les quelques règles de base qui étaient d'avoir un ray tracer un peu minimal avec quand même quelques features importantes. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je connais comme langage? Voilà, j'ai une liste de langages que je connais ou que j'utilise régulièrement. J'avais pas spécialement envie d'apprendre un nouveau langage ésotérique, donc j'étais resté sur le truc que je connaissais de moi, et je m'étais dit que je voulais justement explorer une partie d'un langage que je connais déjà, mais d'une différente manière. Bon, on vire les trucs basiques, parce que bon, les gens l'ont probablement déjà fait en image, donc C, C++, Python, Java et Rust. Bon, je vire OCaml aussi, parce que même si c'est pas trop répandu après la prépa Epita, c'est pas non plus un langage très exotique. Je vire Bash, parce que forcément, il a déjà fait une conférence géniale, donc je vais pas refaire un truc en Bash, et puis j'ai pas spécialement d'affinité avec Bash. Moi je trouve que c'est pas un très beau langage. Du coup, il me reste SQL et LaTeX. Et donc j'ai passé un petit moment à me réfléchir entre est-ce que je vais faire un ray tracer en SQL ou est-ce que je vais faire un ray tracer en LaTeX. Ce qui est déjà une question qu'on se pose peu. Mais c'est une question intéressante à se poser, parce que justement on se dit mais ça n'a pas de sens. Et non, c'est juste que vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit. Et c'est ce qu'on va voir dans cette conférence, c'est qu'il faut rester ouvert d'esprit et toujours trouver une manière de contourner un peu notre problème. Donc déjà, il fallait que je trouve lequel des deux j'allais choisir. Alors, j'étais au laboratoire à ce moment-là, et c'est vrai que je suis passé au fond du laboratoire où il y a une bibliothèque avec plein de vieux bouquins. Alors, peut-être parfois des trop vieux bouquins, mais il y avait un bouquin sur la tech, donc ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être un signe, c'est peut-être intéressant. Et c'est peut-être l'opportunité justement de prendre la tech que j'utilise régulièrement pour des documents, des slides, etc. et d'en faire une manière un peu différente de mon utilisation, on va dire, usuelle. Et surtout, j'ai trouvé un ray tracer en MySQL, donc je me suis dit, bon, coup dur, ce ne sera pas pour moi, je vais faire en LaTeX. Ok, du coup, LaTeX c'est quoi? Déjà, qui a déjà au moins une fois compilé du LaTeX dans sa vie ou utilisé du LaTeX dans cette salle? Ok, ça va, c'est pas mal. Donc vous voyez que ça devrait être faisable, quoi. Donc, LaTeX, c'est un système de composition de documents. En fait, ça nous permet d'écrire des articles, des slides, voilà, des bouquins, plein de choses. À la base, en fait, c'est donc... LaTeX, c'est un superset de TeX, qui est donc le langage originel qui a été créé par Knuth dans les années 70. Pareil, l'origine de TeX, et de manière générale, tout ce que fait Knuth, c'est toujours génial à regarder et à lire comment est-ce qu'il l'a fait, pourquoi est-ce qu'il l'a fait, et comment est-ce qu'il l'avait fait. Et de manière générale, voilà, donc toutes ces histoires, toutes ces anecdotes sont absolument incroyables à lire. Donc je vous encourage de vous documenter sur comment a été créé TeX à la base. Et du coup, après, dans les années 80, il y a Leslie Lamport qui a fait pas mal de choses autour de TeX, qu'il a appelé donc LaTeX, et qui, en général, on utilise aujourd'hui plus simplement parce que c'est beaucoup plus user-friendly en général. Ok, comment est-ce qu'on en fait un ray tracer? Parce que bon, si vous avez déjà utilisé LaTeX, c'est grosso modo pour faire ça, par exemple. Donc un exemple, voilà, on a un document qui va être un article, on donne un titre, un auteur, une date, et puis après, on commence notre document, et puis on peut utiliser donc makeTitle, une commande qui nous permet que LaTeX va utiliser pour justement agencer notre document d'une certaine manière. En fait, il faut savoir donc, que TeX a pas mal de choses qu'on n'utilise pas forcément quand on écrit justement ce genre d'articles, qui sont des macros, et ces macros-là, qui sont assez flexibles dans la manière d'être utilisés, en fait, c'est tout à fait théorie complet. Donc on peut techniquement faire n'importe quel projet que vous faites en engin, en TeX, pourquoi pas. Alors quelques exemples pareils qui sont assez notoires, que je pense ça vaut le coup de s'attarder dessus. Je pense que le plus rigolo, c'était celui d'une compétition de programmation dans les années 2008, où en gros, le but c'était de contrôler un rover sur Mars à distance, donc il fallait communiquer avec du réseau, recevoir de l'information sur du réseau, et quelqu'un l'a fait en TeX, et il a un blog post là-dessus, et c'est absolument génial. Et puis en plus, pour Flex, il a fait en sorte que quand il lance son programme, que du coup il y a un PDF à la fin qui sort, ça fait le chemin du robot. Et c'est vachement cool. Et c'est un étudiant qui était en thèse de physique, donc bon, pas grand chose à voir avec l'informatique directement, mais c'est assez intéressant de voir ce genre pareil, où il a pris un programme qui semble assez classique, on échange sur le réseau, et puis après on décide de quoi faire avec notre robot, et puis après il a eu un esprit assez ouvert.
Il y a aussi bon, bah, voilà, des exemples de Mandelbrot ou même des compilos en C, enfin de C en tech. Du coup, j'étais plutôt confiant sur le fait que c'était possible de faire un rétréceur en LaTeX ou en tech, peu importe. Donc pour faire ça, il va falloir déjà vous mettre à niveau sur comment est-ce qu'on utilise des macros, parce que c'est essentiellement ça qu'on va utiliser pour faire notre rétréceur, et c'est parfait parce que moi je ne sais absolument pas comment les utiliser jusqu'à présent, donc c'est exactement ce que je cherchais. Trouver une ouverture dans un langage que je connaissais normalement et que j'utilisais régulièrement, mais je n'ai jamais trop utilisé des macros, donc c'était l'occasion d'en faire. Ok. Donc si on fait un schéma extrêmement grossier de comment marche le processeur tech, en fait il va lire de l'entrée, donc votre fichier .tech, il va regarder donc caractère par caractère, etc. Il va en faire des tokens, et puis après il va potentiellement avoir de l'expansion de ces tokens en fait. Notamment, on a vu une commande makeTitle précédemment, moi ça peut être un token qu'il faut expand. Alors là, la partie expansion peut être techniquement récursive, peut-être qu'il y aura encore d'autres appels à l'input processeur, etc. Puis après, on peut donc exécuter les commandes, et puis après, on a tout ce qui est l'agencement visuel sur le document. Donc, définir le macro en texte, ça ressemble à ça. On a donc le mot-clé def, on a le nom de notre macro, et puis après, donc, ce qui va remplacer notre macro. Donc, un exemple ici, où en fait, ça va juste remplacer le texte directement ici. Très bien, parce que là, c'est pas très compliqué. On peut donner des arguments à nos macros. On fait un dièse 1 pour un argument, puis après, pareil, on utilise directement dans la définition, et ça remplace par notre argument. Encore mieux, on peut faire du pattern matching, techniquement, donc pour avoir des arguments qui ont une certaine forme. C'est très pratique dans notre cas. Donc là, j'ai un exemple de coordonnées, où j'ai donc 4 et 2, et que je peux extraire, en fait, en disant que dans ma macro, j'ai des arguments qui sont entre parenthèses, et séparés par une virgule. Et du coup, après, je peux donc extraire le 4 et le 2 individuellement. Donc ça, c'est très pratique. Si en fait, on va utiliser ces macros parce qu'on n'a pas de fonction, on n'a pas vraiment de choses qu'on a dans un langage de programmation classique, donc on aimerait avoir ces macros pour émuler le comportement d'une fonction, ou pour même stocker des résultats intermédiaires. Du coup, par exemple, j'aurais ce cas où j'ai des coordonnées dans une variable, enfin ce qu'on appellerait une variable dans un langage plus classique, et puis après j'ai une macro donc, que j'aimerais appeler avec ma variable. Donc on se dit, bon je vais faire pareil, je vais faire my macro et mes coordonnées. Sauf que ça marche pas. Parce que en fait, du coup, quand il expand my macro, il essaye de matcher notre parenthèse, etc. avec le \coords, parce qu'il n'a pas encore expand le coords. Du coup, en fait, on commence à comprendre que notre système de macro et tout ce qui était le schéma que je vous ai montré avec l'expansion, il va falloir qu'on manipule l'expansion un peu à la main. Et pour ça, donc, on a une commande qui s'appelle expand after. Et c'est là que les ennuis commencent un peu parce qu'en fait, justement, il faut absolument contrôler exactement dans quelle ordre on fait l'expansion pour que les macros se plantent pas à la compilation, ou que le résultat soit le résultat attendu. Là, il faut donc expand after, qu'est-ce que ça va faire? Ça va sauvegarder notre token, donc myMacro, dans une liste de tokens qui va process plus tard. Ça va expand notre coordonnée ici, et du coup, après, ça va continuer l'expansion de myMacro après avoir expand le coordonnée. Donc en fait, le coordonnée sera remplacé par entre parenthèses 4,2, etc. Et du coup, quand il expand myMacro, ça va bien matcher la définition et il n'y aura pas de problème. Jusque-là, est-ce que ça va? Parfait. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai donc 3 macros et que je veux expand C, puis expand B, puis expand A? Bon, on se dit il faut faire un peu un truc similaire, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, encore une fois, on avait un cas avec juste 2 macros. Là, si on veut du coup 3 macros, il faut faire ça. Donc, il va falloir se concentrer 2 minutes. Du coup, expand after, il prend les 2 prochains tokens, il sauvegarde le premier, et puis il expand le deuxième. Bon, on a expand after il y a un expand after qui est gardé en mémoire. Lui, il se fait expand, donc c'est un expand after, on sauvegarde A, et puis on expand after. Donc on a expand after A en mémoire, et puis on continue. Expand after, du coup, lui, on l'expand, donc on garde B, et on expand C. Donc en mémoire, on a encore une fois un expand after, un A, un B, et on vient d'expand C. Et du coup, après, on continue par rapport à ce qu'on avait avant. Ouais. C'est pas vraiment une question de notation polonaise, parce qu'en soi, on pourrait tout à fait le faire comme ça, sans forcément modifier l'expand after avec les expand after. Mais dans notre cas, imaginons que, on va le voir en fait très vite dans les exemples plus tard, mais imaginons que là, on ait une macro qui nous permet de faire, je sais pas, une addition de coordonnées. Tu as envie justement d'expand ces deux-là avant d'appeler l'addition, sinon tu vas avoir le même problème qu'on avait avant, où ça va pas matcher la définition. Donc ça dépend tout à fait des cas. Et donc parfois, justement, on aurait peut-être envie d'expand B avant C, ou parfois A avant les deux, ça dépend. Et c'est pour ça que c'est assez tricky, c'est parce qu'il va falloir réfléchir à l'avance comment est-ce qu'on veut expand plus tard nos macros, et après anticiper comment ces macros vont se faire expand aussi. Et du coup, là, voilà, on a un peu un jeu d'expand after à faire, où on conserve au fur et à mesure, effectivement, ça fait la notation polonaise inversée dans ce cas-là. Ok, on continue dans un exemple un petit peu tricky, c'est ce cas-là. Donc on a une macro qui prend un argument.
on a donc une définition temporaire d'une autre macro qui contient peut-être plus de choses. Là, ça pourrait être par exemple donc, des coordonnées et peut-être une autre valeur à côté. Et donc on se dit, bon, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire ma macro et puis d'abord je vais expand TMP avant. Sauf que là, si on regarde bien donc, ce que fait normalement myMacro, c'est qu'elle elle écrit myarg, 2 points, et puis après entre single quotes, c'est notre argument. Et là, on voit qu'elle s'est arrêtée au premier token. Parce qu'en fait, ici, cette définition TMP contient plusieurs tokens, et du coup, au pattern matching, il va matcher le premier token qu'il trouve, parce que c'est greedy, et du coup, il va s'arrêter à la parenthèse. Et donc là, pareil, il faut faire attention à l'expand, et il faut expand en fait une parenthèse avant, pour qu'on puisse avoir une définition de macro qui ressemble à myMacro, entre accolade, TMP, et fermer l'accolade. Parce que sinon, il va prendre ça comme le premier token. Donc voilà, en fait, c'est pour vous montrer qu'en fonction du contexte et comment est-ce qu'on utilise nos macros, et comment est-ce qu'on va les expand, ça peut pas mal changer comment est-ce qu'après elles vont être interprétées. Donc parfois, donc on va voir littéralement la compilation comme ça ne matche pas la définition, ou parfois c'est juste que le comportement attendu n'est pas le bon. Et ça, c'est plus compliqué à débugger. Deux autres petites choses dont je n'ai pas forcément parlé en détail, mais on va le revoir après dans les slides, ne vous inquiétez pas. EDEF, donc c'est pareil que def, mais ça expand par défaut le contenu de la macro, donc dans le sens où ça va être vachement utile pour tout ce qui est résultats temporaires. On va expand au fur et à mesure, comme ça on a directement les résultats, et puis après les def on va principalement utiliser pour faire nos fonctions en fait. Et noExpand, bon, c'est comme ce dont on l'indique, en fait il va prendre le prochain token et le laisser tel quel, pour pas l'expand. Parfois justement on veut explicitement ne pas expand des tokens. Si vous voulez débugger des macros, il n'y a pas grand chose parce que on ne peut pas genre GDB du LaTeX. Par contre, il y a d'autres commandes qu'on peut utiliser comme meaning ou tracing macro, mais encore une fois, c'est pas non plus facile à débugger. Ok, on a de quoi faire un ray tracer. Alors, ok. Donc mon plan c'était quoi? C'était déjà de me renseigner sur comment est-ce qu'on fait un ray tracer de manière générale. D'ailleurs, je pense qu'à partir de ce moment de cette conférence, vous comprenez qu'on n'a pas beaucoup parlé de ray tracer. Mais du coup, moi, je me suis un peu quand même documenté. Et je me suis dit, donc, l'entrée de mon ray tracer, ça va être une description d'un monde avec genre des sphères, des lumières, etc. que l'utilisateur va rentrer. Et moi, je vais donc créer un environnement, ce qu'on appelle un picture environment, où en fait, je vais dessiner un pixel par pixel. Et donc, ce sera ça ma sortie, en fait. Parce que c'est vrai qu'il faut penser à ça aussi dans le ray tracer quand on fait avec des langages un peu exotiques, comme le ray tracer en MySQL. Comment est-ce qu'on récupère l'entrée et comment est-ce qu'on récupérerait la sortie? Bon, ce serait comme ça en fait. L'utilisateur va renseigner d'une manière ou d'une autre, dans une macro ou quoi, la description de son monde, et puis après, nous, on va créer dans un PDF une image directement. Donc ça, c'était pour mon premier prototype. Alors, on va y aller doucement. Tout début, pour dire que c'est un document class standalone, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien d'autre que ce qu'il y a dans mon begin picture, dans le sens où en fait, si c'était un article, il y aurait peut-être une mise en forme un peu plus grande, il y aurait un numéro de page, il y aurait un titre, etc. Là, je veux littéralement dessiner une seule image, donc je veux juste standalone. Ensuite, j'ai 3 paquets, ce seront les 3 seuls que je vais utiliser durant ce projet. Le color pour avoir des belles couleurs RGB, PGF for, c'est pour faire des for each ici que vous voyez, c'est juste parce que c'est plus court à écrire, c'est mieux pour les slides, mais en soi on pourrait utiliser des for loops de tech classiques. Et après XFP, donc pour faire du floating point, donc de l'arithmétique flottante, parce qu'encore une fois, pareil, on peut utiliser ce que a directement tech, mais c'est très vite limité, on en reparlera peut-être un peu plus tard, donc il y a un paquet qui fait ça de manière un peu plus facile, et pareil, pour les slides c'est quand même plus pratique. Donc ensuite on va définir donc 2 choses importantes, notre unité de pixel qui sera un point typographique, et puis après une macro, donc comme on l'a vu tout à l'heure, elle prend un argument, elle fait un environnement de couleurs par rapport à cet argument-là, et puis après elle me crée une règle de largeur, de largeur et de hauteur p-unit. Donc en fait ça nous fait littéralement un petit carré de un point typographique d'une telle couleur. Donc ça va être notre macro qui nous permet de décider un pixel d'une couleur. Ensuite, donc, là, on définit la taille de notre image, on fait un environnement d'image de cette taille-là, et puis après, pour chaque pixel, je vais écrire un pixel aux coordonnées x, y, avec, ce sera par exemple là un pixel rouge. Donc là, avec ce bout de code-là, on a une manière de créer un rectangle rouge de taille 150 x 100. Très bien. Du coup, à partir de là, on va au fur et à mesure implémenter différentes fonctionnalités pour un ray tracer, et puis à la fin, on aura quelque chose quand même d'assez correct. Mais la structure, on ne va pas vraiment changer, on va toujours itérer sur chacun des pixels de notre image, et puis avoir une sorte de macro qui va nous retourner une couleur pour un pixel donné. La première chose qu'il me faut, c'est des structures de données, parce que il me faut une manière de représenter mes coordonnées ou même mes couleurs. Donc pour ça, j'ai un vecteur générique de 3 dimensions qui va donc être entre parenthèses la composante x, virgule, y, virgule, z, fermer la parenthèse. Et donc je vais faire un peu en fait des getters, comme si j'avais une classe et que je vais avoir donc le pattern matching pour mon vecteur, et puis après je récupère mes composantes qui m'intéressent pour x, y ou z.
Ok, du coup, bah, là je peux créer facilement mes méthodes sur ma classe, on va dire. Là j'ai par exemple le vector add pour prendre un vecteur de vecteurs, et puis après je fais donc fpeval, c'est donc le paquet dont je vous parlais, pour faire de l'arithmétique sur des flottants. Et puis après je récupère mes composantes, je les additionne, et j'en crée un autre vecteur. Donc on voit bien que j'ai entre parenthèses, et à chaque fois des virgules, etc. Et j'utilise comme une macro classique, avec vadd, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça me print bien 5, 7, 9. Je dis bien print, parce qu'encore une fois, la texte c'est pour composer des documents, donc si on appelle cette macro, ça afficherait littéralement le résultat dans un document PDF. Il y a un petit truc à noter, c'est qu'ici il y a des pourcentages à la fin de mes lignes. C'est pour une raison très précise, parce que donc en LaTeX, les pourcentages c'est pour faire des commentaires. Parce qu'en fait, quand je compose un document normal, jusqu'à présent, un article par exemple, je vais avoir donc mes paragraphes qui sont séparés par des newlines et des lignes vides, mais par contre mon paragraphe je peux le wrapper et avoir des retours à la ligne dans mon paragraphe. Tant que je ne fais pas une nouvelle ligne, ce n'est pas un nouveau paragraphe. Mais par contre, LaTeX donc, va le comprendre comme étant un espace. Enfin, il va insérer une espace typographique à la fin de ma ligne. Et du coup, moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux pas qu'il insère des espaces, parce que sinon, ça ferait genre 5 espaces ou virgule quelque chose, etc. Je veux qu'il me laisse tel quel. Donc pour ça, il faut forcer en fait à la fin de nos macros à lui dire de tout ignorer et de ne pas insérer d'espace en plus. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent donc, dans les macros sur plusieurs lignes, parce que du coup, on est forcé de manger les newlines à la fin. Ok, est-ce que cet exemple vous paraît clair? Pour l'instant, il n'y a pas non plus grand-chose de technique, c'est juste, bon bah voilà, on a un vecteur qu'on représente. Alors c'est un vecteur qu'on va utiliser pour les coordonnées ou pour les couleurs par exemple. Puis après on fait des opérations dessus, donc là j'ai montré juste add, mais évidemment moi j'ai fait tout ce qui est soustraction, multiplication, produit scalaire, etc. C'est à peu près pareil à chaque fois. Ok, donc maintenant, prochaine étape, faire un ciel bleu. Ça va être le fond en fait de notre rétréceur. Donc, on fait une macro, on va l'appeler create sky pixel, elle prend en paramètre un vecteur, qui va être en fait notre rayon, donc on part de la caméra, et le rayon il va vers un pixel de l'écran qu'on dessine. Donc cette macro-là, elle prend en paramètre justement ce vecteur-là. Donc la création du vecteur, elle est toute bête, c'est juste, on connaît l'origine et la destination, on fait un vecteur et on passe à cette macro. Ensuite, en fait, on va faire de l'interpolation linéaire entre deux couleurs, qui sont là le blanc et le bleu. C'est parce que justement, on va avoir un ciel bleu clair un peu mixé. Donc là, pareil, c'est juste des maths, c'est pas grand-chose d'intéressant. Et puis donc ici, donc là, on voit d'ailleurs que j'utilise des EDF de partout parce que c'est des valeurs intermédiaires. J'ai envie de les expand tout de suite, comme ça j'ai les résultats, et je peux l'utiliser après directement dans mes futurs macros. Et donc là, j'ai notamment tout ici la définition d'un sky qui va être justement l'addition de deux vecteurs qui sont mes deux composantes blanches et bleues. Et on retrouve d'ailleurs mon triple expand after parce que là je le veux dans ce sens-là par exemple. Je veux d'abord expand les vecteurs A et B, puis après expand le vadd, parce que sinon ça va pas marcher en fait. Et après donc je expand pour une macro qui s'appelle toRGBPixel qui va juste prendre ce genre de vecteur là entre 0 et 1 et va me le convertir en un pixel entre 0 et 255 et qui fait juste un tout petit peu de gestion d'erreur. Et du coup, encore une fois, on expand d'abord le paramètre et puis après on va expand la macro. Et donc déjà, là, on peut avoir un beau ciel bleu, un peu dégradé avec du blanc en fonction de la coordonnée Y. Donc on a un peu plus blanc ici et puis après là, c'est bien bleu. Ok, prochaine étape, ce serait quoi? Ce serait d'ajouter une sphère. Parce que pour l'instant, on a genre le fond de notre rétréceur, mais l'idée, c'est qu'on a un environnement, une scène qu'on va décrire, et du coup, on va vérifier si notre rayon, il tape une sphère ou pas. Ok, alors, les maths sont pas spécialement intéressantes là, c'est plutôt, en fait, quand on regarde la description d'une ligne et d'une sphère, trouver l'intersection des deux, c'est résoudre grosso modo une équation du second degré, donc on va calculer un discriminant, on retrouve ici là, le calcul du discriminant, et puis en fonction de si c'est positif ou négatif, on va avoir des solutions pour le polynôme, et ça veut dire qu'on a tapé ou pas dans la sphère. Alors, là, ce qui est intéressant, parce qu'encore une fois, ce qui nous intéresse ici, c'est le tech évidemment, c'est l'aspect d'avoir des continuations de macros. Parce qu'en fait, cette macro prenait plein de paramètres et j'avais beaucoup de mal à débugger et d'avoir un truc qui expandait bien, parce qu'après je vais l'utiliser comme ça, avec plein de paramètres, etc. Et c'était l'enfer pour expand dans le bon sens et dans le bon ordre. Et du coup, j'avais trouvé un trick un peu où je lui passais grosso modo des lambda. En fait, j'ai passé là mes deux derniers paramètres, c'est des macros qui va lui expand après en fonction du résultat de mon discriminant. Ce qui me permettait en fait de chain mes opérations comme si on ferait dans du fonctionnel où on lui passe des lambda ou des fonctions en paramètres. Du coup, ça c'était un peu pour contourner les problèmes que j'avais. Après, j'ai réussi à faire autrement, mais je trouve que c'était intéressant de le montrer. Et de ne pas le montrer le dernier code, mais juste le code à la base. Donc là, j'ai notamment le if, en gros, si mon discriminant est positif ou pas, j'expand la macro 5, ou sinon j'expand la macro 6. Et quand j'appelle donc dans ma nouvelle fonction createPixel, je prépare mes paramètres. Et en fonction du coup de ça, c'est ma macro 5 qui va être le cas de j'ai tapé une sphère, donc je vais afficher par exemple un pixel rouge, ou j'ai pas tapé une sphère, donc je vais afficher mon sky. Puis après, pareil, j'expand after avec ma macro et puis mes paramètres qui sont déjà préparés.
Ok, bah déjà là c'est plusieurs jours de debug et de travail pour avoir ça, mais on a une sphère. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Ok, maintenant on aimerait mettre plusieurs sphères, parce que sinon c'est pas drôle. Donc en fait, quand je vais mettre plusieurs sphères, je vais faire une abstraction sur mes sphères, et je vais faire un peu la même manière que mon vecteur, je vais faire une genre de classe avec des getters, où en gros, une sphère c'est donc un point de coordonnées pour l'origine de ma sphère, un rayon, et puis une couleur RGB. Donc je fais mes petits getters tranquillement pour avoir mes coordonnées, radius et colors. Je fais attention aussi d'ailleurs aux parenthèses ou non, parce que ça dépend comment est-ce que je vais les expand, et comment je vais après pouvoir les récupérer pour mon pattern matching de macro. Et puis après, donc, mon monde, c'est littéralement une liste de déclarations de sphères. Ok, donc maintenant, comment est-ce que je vérifie pour avoir plusieurs sphères la détection? Bah, j'ai juste un compteur global de est-ce que j'ai tapé une sphère, et si oui, bah, quelle sphère j'ai tapé, avec les couleurs notamment qui m'intéressent. Et maintenant, mon create pixel il ressemble à ça. Donc je mets mon compteur à 0 pour dire j'ai rien tapé. Je parcours avec mon for each, donc le for each du paquet qu'on a vu qui est plus joli à écrire pour les slides notamment, chaque sphère dans mon monde. Donc j'appelle ma macro précédente pour calculer le discriminant. Et puis du coup, si mon hit sphere a été mis à 1 dans ma macro hit sphere discriminant, alors je sais que bah, c'est le cas de j'ai tapé une sphère, donc je vais appeler une autre macro qui va prendre le pixel de la sphère, la couleur de la sphère et qui va en créer un pixel. Sinon, bah, pareil, j'appelle mon ancienne macro pour dessiner mon ciel. Parce que là, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste faire attention du coup à bien... alors ça, c'est un compteur tech aussi. C'est pas vraiment une variable. En fait, tech a pas mal de manières de garder l'information, notamment sur tout ce qui est compteur et dimension. Parce qu'encore une fois, pour des documents et de la typographie, ça a du sens. Hein. On va avoir un compteur à quel chapitre on est, ou encore une dimension pour les marges, etc. Mais du coup, il y a beaucoup de limitations. Alors là, c'est parce que j'utilise comme un booléen, donc c'est pas trop gênant. Mais notamment tout ce qui était dimension, ce qui me permettait en fait de faire de l'arithmétique de flottant, bah, c'est une limite physique parce que bah, la tech n'a pas de sens de stocker des dimensions plus grandes que 16 000 ou 17 000 points. Du coup, je ne pouvais pas avoir des valeurs plus grandes que 17 000. Donc c'est pour ça que j'utilisais notamment le paquet dont je vous parlais tout à l'heure, le XFP, qui me permet de passer outre cette condition-là. Bon, du coup, maintenant, on a plusieurs sphères. On a plein de petites couleurs, etc. Il faut faire aussi peut-être attention à l'ordre des sphères. Il faut garder la plus proche de la caméra, etc. Bref, pour afficher dans le bon ordre. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant? On peut ajouter peut-être un peu de lumière, un peu d'ombre, etc. Pareil, on va définir des getters avec donc une lumière, c'est une direction de la lumière. Quelle couleur va renvoyer cette lumière, l'intensité, etc. Bon là, encore une fois, c'est juste des maths. Hein, en fait, il y a pas mal de lois qu'on peut coder de la même manière qu'on faisait avant. C'est juste bon, bah, voilà, des calculs par rapport à l'angle aussi à laquelle on va taper la sphère, etc. Bon, je vous ai mis quelques liens si vous voulez, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose d'intéressant en point de vue tech, donc on va passer. Ça ressemble à ça. Donc là, on a une sphère avec par exemple une belle ombre ici. On peut aussi avoir dans l'autre sens, avec peut-être plus d'intensité, etc. Là, déjà, ça commence à être un peu intéressant. Et donc je me suis dit, ça pourrait être cool d'avoir une illustration un peu plus importante dessus. En fait, de manière générale, j'aimerais que mes sphères aient un matériel associé. Et donc pour ça, je vais avoir, bah, là j'aurai deux exemples, c'est ceux que je vous ai montrés dans ces slides. C'est le raw où c'est juste une couleur tout à fait uniforme et qui n'a aucune gestion de la lumière. Puis après le couleur de l'Ambersion où là, ça pourrait justement avoir une histoire d'ombre, etc. Donc pour ça, je vais juste mettre à jour mes getters pour qu'ils prennent en fait ces paramètres-là. Donc maintenant, une sphère, c'est une coordonnée d'origine pour le point x, y, z, un rayon, puis un nom de matériel, et puis potentiellement des arguments pour ce matériel. Notamment donc, dans le cas de raw, ce serait bah, la couleur RGB de la sphère. Donc maintenant, une définition du monde, ça ressemblerait à ça, où je spécifie le matériel que je veux pour telle sphère. Et comment est-ce qu'on pourrait du coup faire ça proprement pour en fait justement distinguer quel est le matériel de notre sphère quand on veut l'afficher après, quand on veut créer le pixel associé? Alors évidemment, on va faire du dispatch dynamique. Pour faire du dispatch dynamique, du coup, dans un langage classique, on pourrait juste avoir bah, des classes qui héritent ou qui override d'autres comportements, et puis après, du coup, quand on appelle telle méthode, bah, ça va directement appeler la bonne méthode associée. Alors on n'a pas vraiment ça dans la tech, mais par contre, on peut faire autrement. On a une seule en fait macro qui va prendre donc en fait la sphère qu'on a tapée, qui va récupérer donc le nom du matériel et ses arguments, et qui va créer du coup avec alors csname et ncsname en fait c'est pour dire que entre ces deux marqueurs, on va garder exactement comment dire, on va escaler en fait tous les caractères et tous les caractères seront un seul token, dans le sens où si mon matname avait des virgules, des espaces, etc., ça ferait quand même
un seul nom de macro. Donc l'idée c'est qu'on va construire le nom de la macro à la volée, et puis après on va pouvoir l'appeler. Et comme ça fera le dispatch dynamique au bon matériel, etc. Donc il faut juste faire attention, encore une fois, à l'expansion, etc. Et puis après, pareil, on lui file donc, en argument ce qu'on lui passait nous en argument, donc la sphère qui a été tapée, et puis après les arguments du matériel, notamment la couleur qu'il faudrait afficher. Donc ça nous permet de faire ce genre de choses, où on crée par exemple pour le matériel raw une fonction, enfin une macro crée de sphère pixel raw avec des arguments, et puis pareil pour la version Lambertian avec d'autres arguments encore. Donc ça nous permet de faire du dispatch dynamique. Et c'est vachement plus cool que de juste avoir un if-else, etc. Parce qu'en fait, vous avez remarqué qu'à chaque fois que je vous montrais du texte, c'était pour vous montrer un peu quelque chose de sympa qu'on retrouve dans d'autres langages de programmation, que ce soit du fonctionnel, de l'objet ou même d'autres méthodes de programmation, et on peut les retrouver en fait dans texte d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je me suis un peu arrêté là. Donc voilà un exemple de rendering final en 720p. Donc il faut garder à l'esprit que ça a pris 1h20 à calculer. Parce que chaque pixel est calculé à la main avec expansion, potentiellement beaucoup d'expansions de macro LaTeX. Donc voilà, ça a pris 1h20. C'est long, mais bon, du coup je me suis un peu arrêté là. En vrai, on aurait pu faire plein de choses en plus sur ce ray tracer. Il n'y a clairement aucune limite à qu'est-ce qu'on aurait pu faire. À la limite, si, il y a le temps. Parce que bon, si on ajoute quelques features comme par exemple plusieurs sources de lumière ou de la réflexion entre les sphères ou du l'anti-aliasing, ça voudrait juste dire qu'on va renvoyer plus de rayons. Et là, vous avez vu que si on envoie pour chaque pixel encore plus de rayons, ça va très très vite augmenter drastiquement notre temps de compilation et de création d'images. Donc ça peut ne pas être forcément désirable. Mais donc voilà, entre guillemets, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas tellement important l'aspect ray tracing de ce projet, c'était plus l'aspect comment est-ce qu'on détournait le projet en fait d'une autre manière. Donc pour conclure, voilà, c'est un peu ça que je voulais vous montrer dans cette conférence, c'était que parfois il faut garder un peu un esprit ouvert et il faut trouver d'autres manières de faire une chose qu'on fait habituellement d'une façon plus classique. Je pense que c'était aussi un bon moyen de mettre un gros challenge sur un projet que... en fait, j'aurais pu explorer le projet de deux manières. Soit faire un ray tracer ultra technique et qui va super loin et qui est super fonctionnel, etc. Soit au contraire faire un ray tracer très basique, comme vous avez pu voir là, mais de manière tellement contournée que c'était ça le challenge. Et je trouve que c'est intéressant justement d'explorer des parties totalement aléatoires de l'informatique moderne et de faire un peu, voilà, de se perdre dans l'informatique et de faire des projets, des idées qui sont assez originales, etc. Et puis j'espère que cette conférence vous a donné un peu envie de vous intéresser au LaTeX. Même si là je vous ai pas forcément montré le meilleur côté de LaTeX, je pense quand même que si vous êtes quelqu'un qui... si vous aimez bien avoir les choses bien faites, quand vous écrivez des documents ou des slides, etc., je pense que c'est quand même assez intéressant de prendre un peu de temps pour apprendre comment fonctionne LaTeX, parce que je sais que la plupart du temps, vu que quasiment tout le monde a levé la main quand j'ai demandé qui avait fait du LaTeX, on a quasiment tous appris à faire du LaTeX sur le tas au début, en mode il faut que je fasse tel document, je vais prendre une template sur Overleaf et puis après je vais modifier les trucs jusqu'à ce que ça marche. Je trouve que c'est intéressant de prendre parfois du recul, de lire un bouquin de LaTeX, de lire des articles sur LaTeX, etc., pour comprendre comment est-ce que en interne ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça fait tel ou tel résultat dans telle situation. Bon, après, apprendre à faire des macros, ça c'est un autre débat, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Ok, juste avant de prendre les questions, il y a quand même une dernière petite chose que je voulais vous montrer, parce que du coup, alors évidemment, je pense que vous en doutez maintenant, mais mes slides sont en LaTeX, ça je pense que c'est assez évident. Et du coup, pendant que je préparais mes slides, je me suis dit c'est dommage que j'ai pas... le paquet que j'avais, le code que j'avais fait pour le ray tracer, c'était genre un fichier tex et je le recompilais à chaque fois que je voulais faire un nouvel exemple. C'était pas très pratique, donc je me suis dit je vais en faire un paquet pour qu'on puisse faire ça. Et du coup, la première ligne de mes slides, de mes sources de mes slides, c'est donc je utilise mon paquet ray tracer. Et en fait, chaque image que vous avez vue dans ces slides, c'est des images qui ont été générées à la volée. Il n'y a aucun screenshot qui a été pris, c'est littéralement mon ray tracer qui a créé une picture et qui a mis chaque pixel à chaque fois pour la slide associée. Du coup, ça fait que mes slides aussi prennent beaucoup de temps à compiler. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des slides qui sont autosuffisantes et j'ai pas besoin de screenshot à côté pour faire mes outputs de ray tracer. Voilà. Ok. Quelques ressources, du coup, il y a le code ici si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Alors, il n'y a pas les slides, je peux vous les donner à côté si vous voulez, mais en fait, dans les slides, en fait, ce que j'ai fait, justement, c'est pas très pratique d'avoir 4 heures de compilation pour un changement d'une type ou autre. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que de base, mes slides sont en mode draft, où en fait, tous les exemples de ray tracer sont remplacés par des grands rectangles de la même taille, mais vides. Et du coup, c'est instantané à compiler. Donc, en fait, mes slides, si vous les compilez, ce sera tout le temps vide. Il n'y a rien qui va tourner, ce sera quasiment instantané. Donc, je peux vous les filer, il faut juste que vous désactivez une macro à un moment pour enlever le mode draft. Je pourrais vous les mettre en ligne, il n'y a pas de souci, je vous mettrai sur le Discord.
Ouais, alors du coup, si vous voulez voir le code, il est là. Il y a 2-3 ressources de rétréceur, mais bon, c'est pas trop l'intitulé du projet. Par contre, il y a pas mal de ressources LaTeX si vous voulez. Alors, notamment, il y a plein de bouquins, parce qu'encore une fois, hein, LaTeX et Tech aussi, c'est une ressource internationale, vraiment. Enfin, il y a une communauté assez immense derrière, et du coup, il y a énormément de choses à lire et à explorer. Et en particulier sur l'aspect programmation, il y a quelques liens qui sont intéressants ici, de justement quelques tips pour programmer des programmes comme un rétréceur en Tech. Il y a des articles sur Overleaf aussi qui sont vachement cool sur le fonctionnement interne de Tech. Si vous voulez des tutos plus accessibles, il y a ce tuto-là en français sur Z de Savoir, qui est une introduction à la Tech qui est vraiment cool. Et puis à la fin, je me suis rendu compte que quelqu'un avait déjà fait un rétréceur, donc je me suis fait avoir. Je l'ai trouvé après sur GitHub. Parce que, alors bizarrement, quand vous tapez GitHub, sur GitHub rétréceur tech, vous trouvez des rapports de personnes qui ont fait des rétréceurs dans d'autres langages, rarement directement des rétréceurs en tech, mais du coup, il y a déjà quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc allez voir aussi son code, il est assez rigolo, il y a quelque chose qui sont similaires, d'autres qui fait autrement, et puis il a implémenté d'autres features, etc. Donc c'est assez cool. Donc si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à me le dire, hein, je serais curieux de voir s'il y a d'autres personnes encore qui ont fait ce genre de projet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ouais. Alors la question c'était par rapport à l'autre rétréceur. Est-ce que le mien est plus performant? Est-ce qu'il y a une sorte de compétition entre nous deux? Pas du tout, bon, parce que déjà il l'a clairement fait avant moi, donc là j'ai perdu. En termes de performance, j'ai pas testé, mais je pense que ça va être assez similaire parce que bon, tu peux pas paralléliser du tech parce que c'est vraiment pas fait pour, enfin ça n'a pas du tout été designé pour. Donc en termes de performance pure, t'as pas trop le choix. Après la manière dont il fait, elle peut tout à fait tout à fait influencer le résultat final. Mais lui, je sais qu'en feature, il en a fait plus que moi. Notamment, il a fait des matériaux transparents qui peuvent réfléchir à différentes choses. Par contre, du coup, dès que tu fais ça, tu peux pas faire des grosses images parce que pareil, ça devient très très limitant. Donc tu vois, il y a un exemple, je crois, dans le README où tu as une toute petite image avec justement des matériaux un peu sympas que moi j'ai pas forcément. Je pense qu'il allait plus loin là-dessus, clairement. Donc c'est aussi, en soi, on aurait clairement pu continuer et faire des macros qui s'appellent récursivement pour faire justement l'aspect de rebond de rayon. Bon, c'est juste qu'à un moment, il faut peut-être s'arrêter et se dire que faire 3 semaines de la tech non-stop, bon, on peut faire autre chose de notre vie. Mais en tout cas, d'ailleurs, c'est la même personne qui a fait le compilo C. Et il a plein de projets comme ça en tech qui sont assez rigolos à voir. Donc vraiment, je vous recommande sur GitHub. Ouais. Comment? Alors, est-ce que je fais tout en LaTeX? Ça dépend, hein, quand j'ai Doom en LaTeX. Ah, bien sûr. On peut faire aussi Doom en PowerPoint, du coup, mais en soi, vu que c'est une machine de Turing, oui, tu pourrais faire un peu de tout en tech. Tu pourrais faire, justement, alors là, ce serait très peu utilisable, mais tu pourrais faire en sorte que ton PDF, chaque frame de ton jeu, ce soit une page de ton PDF qui passe d'une page à l'autre, tu vois, ça pourrait être ça. Tout à fait. Oui, par exemple. Mais clairement, il y a des gens qui ont fait des jeux ou autres en tech, hein, ça se fait. Ouais. Vas-y, toujours. La question c'était comment est-ce que, alors c'était sur l'exemple que j'avais montré au tout début sur un compilo C en tech, comment est-ce qu'il récupérait l'input. Tu peux tout à fait lire de l'entrée depuis un programme tech. Si vous voulez, d'ailleurs il y a des CTF LaTeX sur RootMe si ça vous intéresse, pour voir l'aspect que tu peux modifier ton environnement, tu peux exécuter des commandes, etc. Et tu peux lire de l'entrée carrément depuis du tech. Il y a des questions en ligne. Ok, ouais. Ok. Celle-là ou celle encore avant? Ça c'est l'aspect avec la sphère, celle du... Ah c'est assez lisible. Hein. Ou alors attends, peut-être celle-là? C'est celui-là? Ok. Alors en fait, c'était une question sur revenir sur ce code-là. Alors, bon, on va faire ligne par ligne si tu veux. Là, je définis une macro qui prend un paramètre, c'est un vecteur, ok. Le vecteur, donc j'ai dit, c'est mon rayon, donc depuis ma caméra vers le pixel qui m'intéresse. Ensuite, je normalise mon vecteur avec VUnit, qui est une opération voilà, un peu comme ce style-là, qui prend un vecteur qui m'en ressort un, ok. Bon, je normalise ça.
Là, je fais une interpolation linéaire en fait qui va être utile pour ça. En gros, je veux mixer une couleur blanche. Donc ça, c'est une couleur blanche. Ça, c'est une couleur bleu ciel un peu. Je veux faire un mix des deux en fonction de ma coordonnée Y. Donc je fais une interpolation linéaire sur Y ici pour justement avoir un truc qui ressemble à ça où en fait, tu vois, c'est bleu foncé ici, bleu clair ici. Ok. Donc en gros, là, j'ai juste des valeurs intermédiaires à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai des EDF un peu de partout. Là, du coup, en fait, tu vois, mul scalaire, pareil, c'est une opération qui prend un vecteur et un scalaire et ça fait une multiplication un peu comme j'avais ici, donc des fonctions classiques sur mon vecteur. Ici, du coup, je prépare juste une liste d'arguments pour cette macro-là. Parce qu'on a encore le problème de, il faut expand d'abord l'argument avant d'expand cette macro-là. Du coup, si on résume, j'ai préparé en fait tout ce dont j'ai besoin pour faire mon interpolation. Donc en fait, je vais juste ajouter mes deux vecteurs, donc VA et VB, qui sont en gros mes mix de blanc et de rouge et de bleu, pour faire justement ce mix de couleurs. Et tout RGB pixels, c'est juste pour convertir des pixels qui sont définis entre 0 et 1, entre 0 et 255. Et faire un peu enfin, vérifier que ça ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre, pour pas que ça fasse planter le programme. Et du coup, ça donne ça. C'est plus clair? Ouais, ok. Alors, en gros, là, notre create pixel, il est ici. Là, on a du code en haut, mais on s'en fout un peu. Pareil, on prépare en fait nos paramètres avant d'appeler et d'expand notre macro. Du coup, nos paramètres, ça va être, bon bah là, on lui passe la liste de paramètres qu'on nous a passé en paramètres nous. Et ici, en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que je lui passe en fait directement des genres de macros qui va expand plus tard lui. Donc, en fait, j'ai deux cas. C'est soit je tape une sphère et je dessine un pixel rouge, donc 1, 0, 0. Soit je tape pas une sphère et du coup bah, je dessine mon sky pixel qui a été préparé peut-être plus haut, comme on a vu dans le slide avant. Et du coup après dans ma macro isSphereDiscriminants, je prends tout ça en paramètres, je calcule les valeurs intermédiaires pour faire mon discriminant. Là tu vois par exemple v carré moins 4, enfin 4ac etc. Blablabla. Ici b carré moins 4ac, voilà. Et ensuite j'ai un if en gros de si mon discriminant est positif, alors je vais expand tel macro, sinon je vais expand tel macro. Et du coup ça va faire mon, soit j'affiche un pixel rouge, soit j'affiche mon pixel de sky. Ok? Ouais. Est-ce que tu as pu rendre ça au prof image et avoir sa réaction? Non. Bah, comme j'ai dit, moi ça m'intéressait pas tellement parce que bon, je suis pas en image et je faisais pas ça non plus pour l'aspect ray tracing, c'est plus pour l'aspect tech. Donc bon. Parce qu'en soi, le ray tracer n'a pas grand chose d'intéressant et il y a probablement plein de bugs dedans. Et bon, tu vois, genre afficher ça dans un ray tracer classique, oh là, ça prend du temps à charger. C'est pas non plus incroyable en soi, mais c'est vrai que c'est pas pour l'aspect ray tracer que je faisais ce projet, c'est plus pour l'aspect dévier le projet d'une manière assez unique. Alors apparemment l'image n'est pas entrée, oui, c'est carrément pas centré parce que sinon ça rentrait pas dans le truc bien et du coup ça débordait à droite. Bon, tant pis. J'ai pas remis les slides pour ça. Oui. Tu m'as parlé de tech qui est accessible avec une machine plus puissante et peut-être un peu plus de commit sur Echo. Tu penses que ça pourra venir challenger le marché digital? Du coup, la question était, est-ce que tech va challenger le marché digital? Si je veux... C'est ça? Ok. Moi je pense qu'on arrive dans une époque justement où on cherche toujours de la performance et on ne prend pas assez le temps de juste se poser. Et ce genre de projet te permet de prendre un peu le temps, voilà, de digérer et de compiler une image tranquillement sans forcément toujours chercher la performance. Donc moi je pense que c'est pas révolutionner l'environnement digital, mais c'est plus le repenser. C'est se dire est-ce que c'est vraiment la bonne direction dans laquelle on va? Est-ce que c'est toujours plus de performance qu'on veut ou c'est juste parfois juste apprécier l'environnement dans lequel on est? Moi je pense qu'on est vraiment au-delà de ça, on est plutôt en négatif, parce qu'encore une fois, il faut garder un esprit ouvert. Donc je pense qu'on est en -2,0 là actuellement. Ok, je pense que ça répond à ta question.